Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le classique point lecture de tous les titres que j'ai lus tout au long du mois d'avril. Un mois qui a été en grande majorité consacré au challenge Avril autour de la SF proposé par Céline Lecture. Donc, comme de logique, quasi exclusivement mes lectures d'avril ont été des lectures de science-fiction. Je crois qu'il y a un titre de fantasy, mais sinon tout le reste, on est forcément dans la SFFF. Et donc majoritairement dans la science-fiction. J'ai pas mal de titres dont je vais vous parler aujourd'hui, donc je vais aller assez vite, challenge, faire 30 minutes ou un petit peu moins. On va démarrer par un abandon. J'ai tenté de lire le tome 2 de la série Carbone modifié, donc Altered Carbone. Le tome 2, c'est Ange déchu, c'est de Richard Morgan et moi j'ai les versions de chez Brajlon. J'avais lu l'année dernière, courant avril, également le tome 1 qui m'avait fait passer un bon moment. C'était une espèce d'enquête, enfin non, c'était pas une espèce, c'était une enquête dans un univers futuriste dans lequel on a la possibilité de transférer son âme d'un corps à l'autre. Et on suit majoritairement un homme qui s'appelle Takeshi Kovacs. Il fait partie, alors je ne sais plus exactement, c'est un mercenaire, c'est ça. C'est un mercenaire qui a fait partie du gouvernement à une époque. Et dans ce tome 2, il est embauché pour rejoindre un groupe militaire qui aurait... ce groupe militaire aurait pour lui-même pour objectif de s'approprier quelque chose d'archéologique qu'on aurait découvert sur une planète. Voilà. Je l'ai abandonné, j'avais lu 60 pages, 70 pages, pardon, donc sur un titre qui en fait 590 à peu près, c'est quand même pas beaucoup. Et franchement, je ne comprenais rien. Je comprenais rien. L'auteur nous donne très très peu d'explications, que ça soit sur les événements qui sont passés dans le tome 1, ou très peu de rappels également, en tout cas, par rapport à l'histoire qui est proposée ici, on a très peu d'explications, on n'a pas de remise en contexte, on nous balance les infos comme ça. Il y a également beaucoup de termes que l'auteur invente, et alors certes, par rapport au contexte, on arrive à comprendre ce qu'il dit, ce que les mots veulent dire, mais il n'empêche que quand c'est des mots qu'on n'a jamais vus, il faut quand même un petit peu de temps pour les intégrer. Donc clairement, ces 70 premières pages, je les ai lues un peu avec de la difficulté et j'ai abandonné pour deux raisons. Déjà, parce que cette année, j'ai décidé que si ça ne le faisait pas, ça ne le faisait pas. Et franchement, s'il avait fait 300 pages, peut-être que j'aurais forcé un peu en me disant allez, on va aller jusqu'au bout. Mais là, il faisait 600 pages. Je voyais bien que j'étais en train de galérer. J'avais pas envie d'y retourner. Donc, j'avais pas envie de me forcer. Donc déjà, je comprenais rien. Et du coup, ça ne me donnait pas envie d'y retourner. Et en plus, on est clairement ici dans un tome, dans une ambiance militaire, militariste. Et c'est une ambiance que je n'aime pas du tout. J'ai déjà lu plusieurs romans qui se déroulent dans ces univers-là. Vraiment avec des combats, on est vraiment dans du vocabulaire militaire, etc. Et c'est à chaque fois des flops, des romans que je n'aime pas. Donc clairement, quand j'ai vu qu'on allait être dans ce délire-là, avec... des descriptions des armes, des tactiques militaires, etc. Avec moi, généralement, ça ne le fait pas. Donc déjà, l'ambiance générale ne me plaisait pas trop. J'avoue que le côté découverte archéologique, ça me tentait bien, mais ça ne me plaisait pas. Et puis en plus, le fait qu'au bout de 70 pages, je ne comprenne pas grand-chose du contexte, pourquoi Takeshi Kovacs était envoyé là-bas, par qui, etc. J'avais pas envie de particulièrement faire l'effort, donc j'ai décidé de laisser tomber. Je vous invite quand même à découvrir au moins le tome 1 avec une enquête qui, moi, m'avait paru plutôt intéressante, mis à part quelques petits défauts, notamment par rapport aux femmes. J'avais trouvé un peu... clairement un peu sexiste, mais ici, en tout cas, sur 70 pages, on voit pas de femmes, hein, donc il n'y a pas de propos sexistes, mais moi, ça l'a pas fait du tout, donc voilà, j'ai préféré laisser tomber, parce que, j'allais dire, j'ai décidé cette année, et déjà l'année antérieure également, que quand ça le faisait pas, donc je n'ai pas forcé. Je vais vous parler ensuite d'un roman qui m'a déçue. Et alors, je suis déçue d'être déçue parce que le résumé me plaisait tellement. Je n'ai pas particulièrement aimé Bouche cousue de Maëlle Pau, publié au livre de poche Jeunesse. Ici, on est dans un univers de science-fiction dans lequel un peuple a pris le lead sur l'autre et les jeunes femmes, les petites filles, pas les jeunes femmes, les petites filles, quand elles arrivent à l'âge de 10 ans, il y a deux solutions. Soit elles sont envoyées pour travailler, alors je sais plus c'est jusqu'à quel âge c'est, mais en tout cas jusqu'à un certain âge. Elles doivent
participer à la vie économique de la société, clairement elles sont envoyées en esclavage, ou alors, eh bien, si elles sont muettes, elles sont envoyées pour devenir confidentes de familles riches, c'est-à-dire qu'elles sont là pour, eh bien, écouter toutes les doléances des familles dans lesquelles elles sont placées. Donc nous, on va faire la rencontre d'une jeune femme, une petite fille, je ne sais pas pourquoi je dis jeune femme, enfin au début de l'histoire, elle a 16 ou 17 ans je crois. Et la jeune femme que l'on rencontre, elle s'appelle... Sophia. Je crois que c'est ça, Sophia. Donc nous, au début de l'histoire, on rencontre donc Sophia. Et Sophia, elle a une jumelle qui s'appelle Dania. Et donc Sophia, elle est muette et elle va être envoyée dans une école pour devenir confidente, pour apprendre à devenir confidente. Et sa sœur jumelle, donc Sophia, elle, a priori, va être envoyée pour bien devenir esclave, voilà, travailler pour la population, qui est le peuple qui les a asservis. Donc moi, ce qui me plaisait beaucoup dans cette histoire, c'est notamment la dernière phrase du résumé qui était je suis le réceptacle à secret idéal, car je suis muette, du moins, c'est ce qu'ils pensent tous. Et moi, je m'attendais à quelque chose lié à une vengeance, et c'est un petit peu ce que j'ai eu quand même. On va dire que le début m'a plutôt plu, j'ai trouvé que c'était bien écrit, l'univers il est assez riche, il est plutôt bien développé parce qu'on est vraiment sur un one-shot qui fait 460 pages, alors même si les pages sont plutôt bien remplies, ça reste 460 pages, c'est plutôt correct. Il y a également beaucoup de bonnes idées, que ça soit sur l'univers proposé, sur eh bien, ces jeunes filles qui ne peuvent pas parler, qui vont devenir confidentes des personnes riches. On est sur une dystopie assez classique dans son déroulé, un univers existant, une personne qui va essayer de tout renverser. Je vous laisse découvrir si elle va réussir ou pas. Mais malheureusement, assez vite, l'autrice va nous intégrer une romance entre Sophia et un personnage. Et je n'ai pas... et cette romance m'a beaucoup gênée parce que je n'y ai pas cru un seul instant. Elle ne m'a pas convaincue et j'ai trouvé que très vite elle prenait énormément de place. On avait beaucoup de pages et de pages sur des réflexions de Sophia, des réflexions du jeune homme, comment je vais faire et comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il va penser, etc. Et il y a un certain nombre de choses qui ne m'a pas plu du tout dans cette romance, qui n'était pas ce que j'avais envie de lire en fait. Alors on aurait peut-être pu le placer en romantaisie, alors ça n'existe pas hein, la romantaisie en SF, mais bon je pense qu'on aurait pu le mettre là éventuellement. Voilà, une romance auquel je n'ai pas adhéré du tout, et une romance qui, je trouve, ralentit énormément l'action. Et quand moi, j'avais envie de m'intéresser à l'univers, à ce qu'elle allait faire, à comment elle allait le faire, et ben, elle me parlait de romance et d'histoire d'amour, et moi, l'insta-love et je t'aime pour toujours, je te connais pas, mais on est fait l'un pour l'autre, et je vais sacrifier ma vie pour toi, enfin, j'ai énormément de mal à croire à ça, et en tout cas, dans ce titre, elle n'a pas réussi à m'y faire croire de toute façon. Donc malheureusement, je trouvais que ça ralentissait l'action, et en plus, j'ai trouvé que parfois, ça donnait lieu à un certain nombre de facilités, et puis ça transformait un peu le personnage, puisque moi, j'avais envie de lire vraiment un personnage qui allait se confronter à l'univers, etc. Et si parfois elle le fait, il y a d'autres fois où elle se cachait un petit peu derrière cette romance, et ouais. Et ça m'a très moyennement plu. Par contre, je trouve que la fin est courageuse, vraiment, pour l'autrice. Je trouve que c'est une fin peut-être attendue, mais en tout cas bien faite et plutôt bien amenée. Voilà. Donc, c'était pas une lecture désagréable, mais effectivement, par rapport à ce que j'en attendais, j'ai été déçue, puisque à nouveau, la romance prenait, à mon goût, trop de place. Mais bon, si vous, ça ne vous gêne pas, les romances qui prennent beaucoup de place dans l'histoire, je pense que ça peut vous plaire. Et il y a aussi quelque chose dont l'autrice, pour le coup, est complètement pas responsable. Vraiment, elle n'en est pas responsable du tout. C'est que donc, les deux sœurs s'appellent Sophia et Dania. Et Dania, je vais vous confier un secret, c'est le prénom de ma mère. Donc, j'avoue que ça m'a un peu perturbée dans ma lecture. Ma mère n'a pas de jumelles, hein, je vous le dis aussi, mais ça m'a un peu perturbée. Voilà, imaginez, vous lisez un roman et à chaque fois, c'est le prénom de votre maman. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé. Il s'avère que moi, dans cette histoire, ça m'a un petit peu gênée. Alors là, pour le coup, l'autrice, elle y est absolument pour rien. Mais ce petit détail, voilà, ça m'a
un petit peu contrariée à chaque fois et bien que je voyais ce prénom arriver, puisque bah, forcément, pour moi, c'est pas un prénom neutre, on va dire. Je vais vous parler rapidement d'un titre que j'ai lu en e-book. C'est un titre qui s'appelle Yemaya, que l'auteur m'a très gentiment envoyé. L'auteur s'appelle Jordi Hubert. C'est un titre qui est publié chez les éditions Maya. Exceptionnellement, mon avis est déjà dispo sur Instagram, puisque comme c'était un service presse et que c'est que l'auteur m'a contacté directement, j'ai mis l'avis en ligne dès la fin de ma lecture. Yemaya, c'est également un titre de science-fiction. Là, on est dans le futur. La Terre, forcément, l'être humain a fait n'importe quoi. La Terre a été détruite. Je vous laisse découvrir pourquoi et comment. Et une partie de la population s'est réfugiée dans une espèce de cité sous-marine qui s'appelle Yemaya. Et forcément, on a recréé une société dans ce sous-marin, une société assez totalitaire finalement, et voilà, le point de départ c'est ça, et on suit un jeune homme qui est scientifique et qui donc vit pas forcément dans cette cité sous-marine. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, franchement c'était une plume très fluide, très agréable. Il y a toute la partie, en fait le roman se divise en deux. Et notamment la première partie, c'est vraiment une partie que j'ai trouvée assez scientifique. Elle est très bien faite. L'auteur, il aborde pas mal de sujets qui m'apparaissent, même si je ne suis pas scientifique pour dessous, assez crédibles. En tout cas, les explications qu'il m'a données me paraissaient tout à fait cohérentes. Il y a beaucoup de choses qui sont très détaillées. Je pense que les lecteurs qui aiment notamment la hard SF, c'est-à-dire la science-fiction réaliste, pourront tout à fait aimer ce titre, puisque voilà, toute la première partie, on est vraiment sur des tas d'explications sur la science, sur la biologie, etc. Et tout ça, c'est plutôt, en tout cas moi j'ai trouvé plutôt bien fait. J'ai discuté après avec l'auteur qui m'a confirmé qu'il s'était renseigné auprès de personnes qui maîtrisaient tous ces sujets-là, donc c'était plutôt cool. Dans ce premier tome, dans cette première partie, on a également une thématique assez classique par rapport, l'humanité a été détruite, on a reconstitué une société, vous vous doutez bien que c'est un peu comme dans une dystopie, tout n'est pas toujours aussi limpide et aussi, on va dire, plein de bonnes intentions qu'on peut y croire au premier abord. Et la deuxième partie, j'avoue qu'elle m'a un petit peu moins intéressée. On va être dans un contexte un petit peu différent. Je vous laisse découvrir pourquoi. Je trouve que dans cette deuxième partie, on va être assez, un peu trop descriptif à mon goût. L'auteur, je ne l'ai pas dit, mais également dans la première partie, il va y avoir des parties où on va être dans Yemaya, sous la mer, et des parties où on va être à une autre période de l'histoire, et cette fois-ci en Amérique du Sud, avec différents personnages. Et dans la deuxième partie, ces chapitres qui tournent autour de l'Amérique du Sud m'ont un petit peu moins convaincue. Je les ai parfois trouvés un petit peu longs, même si, comme je l'ai dit également à l'auteur, on sent qu'il a un amour pour l'Amérique du Sud, puisque il y a beaucoup de descriptions de paysages, d'odeurs, de coutumes, d'habitudes. Je visualisais les couleurs, je sentais les odeurs. Vraiment, toutes ces parties étaient justes en termes de représentation. Mais par rapport à l'histoire, je trouvais qu'elles n'apportaient pas forcément beaucoup. Elles sont assez nombreuses et je trouve que parfois, ça ralentissait un petit peu le rythme et rajoutait un petit peu de longueur. Et puis, il y a également tout un tas de questions et de dispositions un petit peu plus philosophiques dans cette deuxième partie qui m'ont un petit peu moins plu que la première partie qui, effectivement, était peut-être un petit peu plus scientifique. Voilà, globalement, c'était plutôt une très bonne lecture. Je serais ravie de lire d'autres titres de l'auteur, puisqu'il me semble que c'était son premier roman. Parce que dans ce titre, il y a finalement, j'ai trouvé beaucoup de bonnes idées. Et je pense que sur d'autres titres, je pense même que ça aurait peut-être pu donner lieu à d'autres titres dans cet univers-là, en tout cas. Mais voilà, si vous cherchez des titres de science-fiction assez réalistes, même si le schéma de base est assez classique, je pense que vous pouvez vous tourner vers ce titre, parce que franchement, moi, j'ai passé un plutôt bon moment. Ensuite, j'ai lu une petite nouvelle éparpillée sur la mer de Mina Jacobson. C'est édité aux éditions 1115. C'est un abonnement que je reçois tous les mois et je crois que c'est la première nouvelle que je lisais. On est vraiment presque sur des micro-nouvelles parce que là, on est sur 30 pages. Et alors, je ne vous cache pas que je n'ai aucun souvenir de cette nouvelle. Et je l'ai lue, mais je ne m'en rappelle plus du tout. Ouais, ça y est, on est dans un univers de science-fiction futuriste où on
on est sur une planète couverte d'eau et les individus ne fonctionnent pas de manière individuelle, mais fonctionnent par groupe. En gros, ils ont des espèces de connexions et de cerveaux communs où quand quelqu'un apprend quelque chose, eh bien l'autre l'apprend aussi en même temps. Voilà, c'est aussi une thématique que j'ai déjà vue, me semble-t-il, dans d'autres histoires de SF. Donc ce fonctionnement un peu en essaim, ouais. Je ne vais pas vous en dire grand-chose, ça fait 30 pages, plume fluide, thématique intéressante, que j'ai déjà lu, mais toujours intéressant ce type de sujet. Une seule conscience ou multiplicité des consciences, finalement. Quel est le mieux, on va dire, quel est le plus intéressant? Est-ce que vraiment la multiplicité des consciences est intéressant ou pas? Bref, je vous laisse trancher en lisant ce texte. C'est un peu compliqué quand même sur une durée aussi courte. Alors c'est à la fois compliqué pour l'auteur, mais compliqué pour le lecteur parce que il faut que l'auteur arrive à nous faire comprendre son univers très vite. Et il faut que nous aussi, on accroche très très vite et que cette histoire, elle ait un début, un milieu et une fin, le tout très très vite. C'est compliqué aussi d'aller très très loin dans certains sujets, on reste quand même en surface, les sujets sont évoqués, ça va très vite. L'autrice nous pose des questions mais finalement ne nous donne pas les réponses, ce qui est assez logique hein, sur 30 pages. Voilà, c'était plutôt une bonne lecture, mais comme je vous l'ai dit, finalement je n'en ai très peu de souvenirs. Je trouve que sur une durée aussi courte, finalement on reste quand même toujours un petit peu sur sa fin. Je dois bien vous avouer que c'est la première nouvelle que je lis. Je n'en ai pas lu beaucoup de toutes celles que j'ai reçues de mon abonnement. Comme je dis, pour le moment, c'est la seule. Et j'avoue que la courte durée, le très très petit nombre de pages me gêne parfois un petit peu. Je ne suis pas du tout réfractaire aux nouvelles, mais c'est vrai que 30 pages, c'est vraiment très très court. Et je trouve que on reste quand même toujours un petit peu sur sa fin. Voilà, c'est un petit peu dommage, on va dire, mais voilà, c'était une lecture agréable et j'avoue que je n'avais jamais lu l'autrice, donc ça aussi, c'était plutôt une bonne découverte. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Monsieur Cabric et avec Laurent Lado Vintage, le tome 1 de l'Ascension de Camelot de Kirsten White, là, du prix de Guenièvre, publié chez De Saxus. Ici, on va être dans une réinterprétation de l'univers arthurien, puisqu'on va faire la rencontre de Guenièvre qui arrive à Camelot pour épouser le roi Arthur. Je vous en dirai rien de plus parce que je trouve toujours que c'est bien quand même de découvrir par soi-même. Si vous êtes intéressé par le mythe arthurien, vous pouvez y aller, c'est plutôt une lecture très très cool. Alors, clairement, j'ai démarré ce titre avec beaucoup d'appréhension, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais ce titre, quand il est sorti, De Saxus s'est pris une volée de bois vert parce qu'il y avait énormément de coquilles, je confirme. Donc moi, j'ai la toute première version en hardback. Alors, peut-être que depuis, ces coquilles ont été corrigées dans les éditions brochées suivantes, voire, je ne sais pas s'il est déjà sorti en poche, mais peut-être. Je confirme, il y a vraiment un gros problème de relecture. Il y a beaucoup de coquilles, de fautes d'orthographe, de mots qui manquent, de points, virgules et ou de majuscules à des endroits improbables, manquant en plein milieu de phrases. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, et sans compter, il y a parfois également des notes de traduction qui sont dans le texte. Voilà, c'est pas, je crois qu'il y en a un qui est assez classique quand même, c'est un moment où le traducteur met je sais pas comment traduire ce mot ou quelque chose comme ça. Bon, je le savais avant de le lire, donc c'est vrai que peut-être que j'ai été un petit peu plus indulgente, c'est une possibilité, mais c'est vrai qu'il y en a quand même à de nombreuses reprises, vraiment beaucoup. Et ben moi j'ai passé un très bon moment avec ce titre. Donc voilà, comme je disais, je suis arrivée avec beaucoup d'appréhension, très négative. C'est d'ailleurs pour ça que ce titre est resté aussi longtemps dans ma palle, et c'est Dorian, je crois, qui nous a proposé de le sortir. Pour lui, c'est une relecture, pour Laurent et moi, c'était donc une découverte. Et franchement, c'était une lecture super sympa, très agréable. Je trouve qu'on est plutôt sur une bonne réécriture du mythe arthurien. On retrouve les grandes lignes du mythe, en tout cas celles que moi je connais. On retrouve les personnages, même s'ils ne sont pas exactement identiques à ce qui se passe dans la légende arthurienne. En tout cas, ils sont comme l'image qu'ils en ont, c'est-à-dire que les personnages qui sont gentils, ils sont gentils, les personnages qui sont méchants, les personnages qui sont gris, ils sont également gris dans cette histoire. On reste quand même sur des grandes bases assez classiques. Guenièvre, c'est Guenièvre, même s'il y a un petit côté magique et un petit détail que je ne vous dis pas, et que l'autrice ici, elle intègre. On va parler de Merlin. Merlin est assez présent, même s'il n'est pas là forcément physiquement. Je trouve que c'est une bonne réécriture.
plutôt modernisé et je trouve que c'est vraiment, vraiment plutôt cool. Petit ralentissement sur la deuxième moitié où j'ai senti un petit peu plus de longueur, mais sinon le rythme, il est assez bon. Et je vous dis ça, mais c'est finalement assez paradoxal parce que dans ce titre, il se passe pas énormément de choses finalement. Voilà, on est vraiment sur un tome très introductif. L'autrice, elle nous présente tous les personnages, leurs relations les uns avec les autres, Guenièvre, qui elle est, pourquoi elle est là. Il y a quand même un certain nombre de rebondissements. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même un petit peu de facilité sur certaines choses. Il y a notamment une magie qui est présente, mais on est sur le fameux ta gueule c'est magique, hein, c'est-à-dire que on n'a pas d'explication spécifique. Mais on va parler uniquement en plaisir de lecture. J'ai passé un très bon moment. Je suis retournée à chaque fois avec grand plaisir dans ma lecture. C'est pas un titre parfait, vraiment pas. Voilà, ne serait-ce que par les problématiques de Saxus. Voilà, mais j'en garde un bon souvenir. C'était très cool à lire et je serais vraiment très curieuse de découvrir le tome 2, de voir où l'autrice va nous emmener parce que franchement, c'était plutôt cool. Voilà. Donc, par rapport à tous les deux Saxus que j'ai lus l'année dernière avec Dorian et le nombre de déceptions que j'ai eues, franchement, celui-là, il partait pas gagnant et c'était plutôt cool. Voilà. Donc, moi, franchement, celui-ci, je vous le recommande. Voilà. En souhaitant que dans les éditions suivantes, ils aient corrigé tous ces problèmes de traduction. Mais voilà. Et alors, par contre, oui, je voulais juste vous dire un truc, c'est qu'alors, de Saxus, moi, j'ai vraiment pas de bol. Pour ceux qui se souviennent, les Sables d'Araouia, j'avais donc le tome 1 imprimé à l'envers, c'est-à-dire que j'avais la jaquette dans un sens et tout l'intérieur du livre dans l'autre. Et alors celui-ci, quand je l'ai ouvert, je ne sais pas si vous allez bien voir, il est magnifiquement déchiré ici. Bon, écoutez, je pense que on n'était pas sur la qualité premium, sachant que dans ce livre, alors moi j'ai pas une maison particulièrement humide non plus, hein. Ce livre il date de 2021 pour l'édition de Saxus, je l'ai acheté en 2021, donc ça fait 3 ans qu'il est à la maison. Bon, il vieillit pas bien, il vieillira pas bien, je pense, mais bon, voilà. Moi, je vous le recommande, franchement, cette main, c'était plutôt cool à lire. J'ai également lu un titre, et je crois que celui-ci, c'est un titre qui fait partie de la liste des titres que vous m'avez recommandé cette année, et j'ai lu Oxygène de Johanna Marines, c'est publié chez Snag. Ici, on est également dans un futur dans lequel... Alors... Il y a deux choses concomitantes dans cet univers. Il y a à la fois la montée des eaux et également le fait que pour des raisons écologiques, hein, parce que la planète a été complètement noyée sous des espèces de, on ne sait pas trop, de fumée, etc. Bref, il y avait des problèmes de respiration. Et eh bien, comme on le voit ici, l'ensemble des êtres humains a été... on va dire qu'on leur a un peu comme si on leur avait greffé des bonbonnes à oxygène dans le dos pour qu'ils puissent respirer. Donc l'être humain ne respire plus forcément avec ses poumons, mais en tout cas à l'aide de cet appareil qu'ils ont tous installé sur leur dos. Et eh bien l'oxygène se vend et s'achète. Voilà, donc vous vous doutez bien que c'est comme malheureusement dans beaucoup de dystopies, il y a donc les gens très très riches qui n'ont pas de problème d'oxygène, et puis les gens très très pauvres qui eh bien soit achètent de l'oxygène au marché noir, donc de l'oxygène de mauvaise qualité, et donc finissent par être malades, voire en mourir. Ou, eh bien, parfois, ils sont obligés de se sacrifier certaines choses pour pouvoir acheter de l'oxygène de bonne qualité. Voilà, vous avez compris l'idée générale. Et on va suivre une jeune femme et un jeune garçon. Une jeune femme issue un petit peu, on va dire, de la classe moyenne, et un jeune homme qui, lui, est plutôt aisé. De Johanna Marines, j'avais lu un autre titre qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Brume ou quelque chose comme ça, je sais plus trop comment il s'appelait, c'était un titre plutôt steampunk. On était encore un peu dans l'idée de l'oxygène, effectivement, qui avait fait passer un bon moment, mais sans plus. J'avoue que j'ai préféré ce titre-ci, que l'autrice avait déjà publié une première fois dans une petite maison d'édition sous le titre de Astronomie. Peut-être que ce titre vous parle. Et donc j'ai lu Oxygène et ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai passé un très très bon moment. Ça se lit très très bien. La plume est très fluide. L'histoire est assez dynamique. L'univers il est également très riche. À nouveau, on est sur un one-shot. Un one-shot de à peine 500 pages. Et l'autrice, elle arrive vraiment, je trouve, à proposer un univers vraiment riche. Vraiment, vraiment... alors, vous allez dire que je m'acharne, mais quand je pense à certains de Saxus que j'ai lu l'année dernière sur 600 pages, on n'a pas la qualité d'univers qu'on a ici, on n'a pas la richesse proposée. Oui, en termes de construction d'univers, on l'a pas du tout sur certains de Saxus, alors qu'ici, vraiment, l'univers, il est riche. Elle pourrait presque écrire un second tome à nouveau.
Et j'ai apprécié aussi qu'elle prenne le temps justement de poser son univers, de nous expliquer un peu le contexte, les personnages, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, comment on en est arrivé là. Et ouais, vraiment, je trouve qu'on est sur un bon titre de post-apo dystopie. On est un peu à la croisée des chemins. Je trouve également qu'il n'y a pas forcément beaucoup de clichés du genre. Je trouve que finalement, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle renouvelle le genre, mais si vous cherchez un titre un petit peu différent, celui-ci, je pense qu'il colle plutôt bien. Petit point négatif à mon goût, je trouve que le vrai enjeu de l'histoire, finalement, la vraie thématique, elle arrive un petit peu tard dans l'histoire et peut-être aussi d'une manière un petit peu floue. Voilà, c'est vrai qu'elle prend le temps de vraiment poser les choses. On va dire que jusqu'à la moitié, je me suis quand même demandé où est-ce qu'on allait. Où est-ce qu'on allait, quels allaient être les vrais enjeux de l'histoire. Par contre, une fois qu'on voit où on va, ça va plutôt vite. Attention, il y a quelques scènes assez sanglantes, assez difficiles pour les gens les plus sensibles. Et elle aborde également des sujets qui sont assez difficiles. Mais ce qui fait le plus peur finalement, c'est que ce qu'elle nous raconte, bah, je me dis que ça pourrait arriver en fait. Et c'est ça, c'est le côté crédible de la chose qui est quand même le plus difficile. Voilà, ici il y a beaucoup de sujets. On va parler d'écologie, de science, d'eugénisme. On a une ambiance qui est parfois assez noire et assez glauque. C'est peut-être pour ça que ça m'a plu. Mais du coup, je relirai du Johanna Marinès avec beaucoup de plaisir parce que ce titre-ci m'a beaucoup plu. Et si vous cherchez une bonne dystopie post-apo, je pense que vous pouvez aller sur Oxygène parce que moi, je trouve que c'est plutôt un titre de qualité. Voilà. Et je suis vraiment ravie de voir que c'est une autrice française. Soyons un peu chauvins. Un titre sur lequel je comptais énormément. Je me disais ça va être un coup de cœur. Vraiment, je me disais ça va le faire. J'ai lu le tome 1 de Mystic Flown de Dana Béchalice, publié chez Gulfstream Éditeur. Ici, on va être alors dans un univers qui est... Alors, je l'ai mis en SF parce qu'il y a un certain nombre d'éléments effectivement qui relèvent de la science-fiction, mais on est, je pourrais presque dire, vous savez, le même genre que Dune, c'est-à-dire la science-fantasy. On a un petit peu un mélange comme ça de différentes choses. On va faire la rencontre d'un jeune homme dont j'ai oublié le prénom. Ce jeune garçon, il fuit quelque chose, il a besoin d'être caché et il va donc intégrer une école où il va essayer de rester incognito dans cette école. Il est intégré grâce à la directrice de l'établissement qui sait plus ou moins pourquoi il est recherché, même s'il ne lui a pas tout dit. Et on va le suivre à peu près pendant une année dans cette école et l'autrice va effectivement nous faire découvrir l'univers de cette école, mais l'univers qui est tout autour de ce personnage. Pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il cache? Mais il n'est pas le seul à cacher des choses. Il y a également d'autres personnages qui vont cacher un certain nombre de choses. Alors, ça a été une bonne lecture, vraiment, mais je n'ai pas pu m'empêcher en fermant le livre d'être un poil déçue parce que forcément, je vous avais dit que moi, l'auteur me l'a vendu en me disant que l'autrice s'était plus ou moins inspirée de l'anime Scaflowne, un anime que j'aime beaucoup, et je trouve que les robots arrivent tard. Voilà, et donc forcément, j'ai été un tout petit peu déçue, mais c'était par rapport aux attentes que moi j'avais. L'univers, il est riche, il est intéressant. Comme je vous disais, il y a un mélange de magie et de technologie. Le jeune homme qui va intégrer cette école, il fait partie d'un certain nombre de personnages dans cet univers qui peuvent manipuler les cartes de tarot, mais d'une certaine manière, un peu genre à la Yu-Gi-Oh! En gros, il les manipule et puis les cartes de tarot font un certain nombre de choses. On a également une relation qui va se créer avec d'autres personnages. J'ai beaucoup aimé l'ambiance école qu'on a dans ce tome 1. On va suivre majoritairement deux personnages principaux, donc le jeune homme et puis une jeune femme avec laquelle il va se lier d'amitié dans cette école. Le rythme de l'histoire, je trouve qu'il est plutôt bon, même si une ou deux fois, je trouve qu'il y a des petits creux quand même dans l'histoire. Il y a, à mon goût, un petit peu trop de facilité. Il y a des choses qui facilitent quand même la vie. Hein, voilà, c'est un peu facile par moment. J'ai beaucoup aimé l'univers. Par contre, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'attachement aux personnages. Je suis pas de ouf derrière les personnages. Voilà, c'est pas un argument. Hein, je suis pas de ouf, mais j'ai beaucoup aimé la construction de l'histoire, j'ai beaucoup aimé les retournements, j'ai beaucoup aimé le suspense, j'ai beaucoup aimé l'univers. Mais pour moi, le point faible, ça reste quand même un petit peu les personnages. Elle n'a pas réussi à me les rendre attachants. Il y a de la représentation. Je vous dis pas,
ni quoi ni comment, mais il y a de la représentation, des relations entre les personnages que je trouve plutôt saines et plutôt agréables. La fin, elle est cool, elle est très intrigante pour la suite, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je lirai le tome 2 parce que c'est une duologie et franchement, j'ai passé un moment super cool. Une fois sortie de cette petite déception, mais vraiment par rapport à mes attentes à moi, et en étant objective, j'ai passé un très bon moment de lecture, c'était très cool et je suis curieuse de découvrir le tome 2 de cette histoire. Ensuite, j'ai lu un titre, vous l'avez vu partout, j'ai succombé à la hype. Oui, j'ai lu le tome 1 de Wayward Pines de Blake Crouch. C'est publié chez Gallmeister, collection Totem. Et en résumé, je vais vous dire très peu de choses. On fait la rencontre de l'agent fédéral Ethan Burke. Il reprend conscience, il se réveille au début de l'histoire. Il est à Wayward Pines. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne sait pas pourquoi il s'est endormi, pourquoi il est évanoui, qu'est-ce qu'il fait là, qui, quoi, comment, pourquoi. Et on va le découvrir en même temps que lui. C'est un premier tome qui fait chauffer le cerveau. Vraiment, 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 vous réfléchissez beaucoup, vous vous posez des milliards de questions, vous tournez les pages, vous élaborez des hypothèses, vous imaginez des trucs et vous essayez de comprendre, de trouver. Voilà, c'est vraiment un tome où voilà, vous posez des milliards de questions. Et ben, je ne vous dirai pas trop de choses en fait, parce que c'est le problème de ce type de roman, c'est que finalement, moins vous en savez et mieux c'est. Plus on maintient le suspense et plus le lecteur va s'éclater. En tout cas, c'est ce que je pense. La plume, elle est super fluide, les chapitres sont assez courts. Vous êtes dans la tête d'Ethan Burke, donc vous avez vraiment envie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es là? Et vous vous posez autant de questions que lui parce que l'auteur ne vous donnera pas d'informations avant lui. Non, non, non. Vous en aurez autant que lui. Vous serez aussi paumé que Ethan. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de rebondissements, de surprises, de retournements de situation. Voilà, je vous en dirai rien de plus. J'ai succombé à la hype. J'ai beaucoup pensé à X-Files au niveau de la vibes du roman. Cette ambiance un peu mystérieuse, et j'avoue que j'avais tendance à visualiser Wayward Pines comme beaucoup d'épisodes de X-Files avec ces petites villes grises où les gens sont tous un peu bizarres. Voilà, je visualisais vraiment ça comme ça, et je pense que je visualisais aussi l'agent fédéral Ethan Burke un peu comme David Duchovny, c'est-à-dire le personnage, le comédien qui joue Mulder dans X-Files. Je pense que pour moi il a cette tête-là vraiment, et ouais, et d'ailleurs l'auteur, je pense que c'est à la fin, à la postface, ouais, lui, il évoque son inspiration qu'il est allé un petit peu chercher du côté de Twin Peaks. Je n'ai jamais vu cette série, mais pour moi, c'était vibes de X-Files. Alors, en discutant avec d'autres lecteurs, on n'a pas tous eu, comme quoi, hein, chaque lecteur, d'autres ont eu d'autres vibes, d'autres séries télé. Peut-être que c'est votre cas. En tout cas, moi, c'était les vibes X-Files. C'était une excellente lecture. Et je suis super curieuse de lire la suite. Vraiment, vraiment, que j'espère lire cet été. Un titre qui m'a bousculée, j'ai lu Cadavrexki de Agustina Basterica, publié chez J'ai lu. Ici, on est dans le futur, une maladie a éradiqué l'ensemble des animaux de la planète et l'être humain, toujours plus intelligent que les autres, a décidé de créer une espèce de clone de lui-même, de l'être humain, mais que l'on va pouvoir manger. Voilà, donc on est vraiment sur un titre qui va parler de... Oh, quand on mange des êtres humains. Je suis fatiguée parce que je n'ai plus du tout le mot en tête. Bref, vous avez compris. On va parler de ça ici. Et voilà, sachant que si vous êtes sensible sur ce sujet et sur beaucoup de sujets, je vous conseille de ne pas lire Cadavrexki. Alors, quand on parle de ce livre, je pense que les mots qui viennent à l'esprit, c'est malaisant, glauque, gore, difficile à lire parfois. On est vraiment sur un titre qui n'épargne pas son lecteur. Pas du tout, pas du tout. Attention, trigger warning, il y a de la violence animale, il y a de la violence tout court, il y a de l'agression sexuelle, il y a du viol. Donc voilà, sachez là où vous mettez les pieds, il y a vraiment beaucoup de sujets très très difficiles. Et ce qui est très très dur dans ce livre, c'est que c'est à la fois de la science-fiction, ça n'existe pas, mais en même temps, c'est extrêmement réaliste. La manière dont l'autrice nous décrit la chaîne d'abattage, par exemple, elle est terrible, puisque... du peu que j'en sais, c'est comme ça qu'on abat les animaux en fait. Donc c'est très très dur. Tout d'un coup, en tout cas moi pendant cette lecture, j'ai quand même fait un transfert par rapport aux animaux qu'on mange actuellement. Et c'était vraiment difficile à lire parfois.
On est clairement ici sur une dénonciation de la société de consommation, le mode de vie de nos sociétés. On va aussi aborder un grand classique des romans de SF, mais la manipulation. Puisque là, finalement, on est dans une dystopie où on légitime l'impensable, en fait. Voilà, on ne peut pas envisager un seul instant, aujourd'hui, là, en 2024, de manger des êtres humains, sauf que ici, on légitime ça, et on se retrouve avec des êtres humains, des clones d'êtres humains, hein, même si ils ne les appellent pas êtres humains, je ne sais plus, il y a un nom, ils leur donnent un nom à cette viande. Elle est traitée comme des animaux, mais voilà, on se pose la fameuse question, finalement, est-ce que ce sont des animaux ou des êtres humains? Et c'est assez, il y a des choses qui sont assez difficiles, il y a des bouchers, par exemple, qui découpent des humains, enfin voilà, il y a des choses assez difficiles. On va suivre un homme qui travaille dans un abattoir, et ce qui est compliqué aussi dans cette histoire, c'est que finalement, personne n'est sympathique, en fait. On n'a aucun personnage attachant, on peut s'attacher à personne, en fait. C'est-à-dire que même ce personnage auquel on pense s'attacher, finalement, ça ne va pas être possible non plus. La majorité des personnages que l'on suit, ils sont au minimum détestables, au pire odieux. On a l'impression que la société, elle est complètement partie en déliquescence dans cette histoire, et c'était ça aussi, c'est un côté un peu difficile. Et c'est terrible aussi de se dire, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis, que malheureusement, même si aujourd'hui c'est absolument impensable, j'ai toujours peur quand je lis ce genre de roman de me dire, mais malheureusement l'être humain est tellement con que ça, on pourrait y arriver un jour, et je ne le souhaite bien évidemment pas du tout. Quand j'ai terminé ce roman, sorti de la dénonciation du traitement des animaux, de la manière dont on consomme, etc., etc., je me suis quand même posé un certain nombre de questions. Il y a énormément de scènes chocs. La totalité du roman est un choc, on va dire. Et une fois que j'ai eu terminé ce roman, je me suis quand même demandé, ok, là, moi, j'ai fini le roman, je suis là avec tout ce que j'ai lu, avec tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je n'ai pas forcément la réponse, mais j'avoue que je me suis quand même posé la question, quel était l'objectif de l'autrice une fois tout ça posé, une fois tout ça dit, mis à part nous proposer une société dont je n'ai absolument aucune envie d'intégrer et de participer, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais sachez, là où vous mettez les pieds, si vous envisagez de lire ce titre, c'est difficile à lire quand même, notamment pour les plus sensibles. Je ne regrette pas du tout ma lecture, loin de là, mais j'avoue que c'est un roman qui marque et qui impacte quand même d'une manière assez forte. Et le dernier roman dont je vais vous parler, si vous avez suivi mon vlog qui est paru courant du mois, je ne sais plus quand, vous vous doutez que je vais vous parler du tome 2 d'Autre Monde de Maxime Chatham, publié au livre de poche, un roman que j'ai lu moitié audio, moitié papier, qui a été une excellente lecture. Vraiment, j'ai passé un super moment. Vous savez, c'est le genre de titre où vous vous dites pourquoi je ne l'ai pas sorti avant. Et ben, c'est ce que je pense avec cette série pour le moment. Autre Monde, c'est dans le tome 1 en tout cas, on est dans notre monde à nous, dans le futur, une énorme tempête ravage la planète, en tout cas la ville de New York, en tout cas les États-Unis, et du jour au lendemain, les adultes disparaissent, il ne reste plus que les enfants et les adolescents. Que s'est-il passé? Pourquoi? Comment? Et on va suivre un groupe de plusieurs personnages qui, bien évidemment, va se lancer dans une espèce de quête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais également, bien évidemment, de survivre dans cet univers qui, eh bien, va se mettre à avoir, bien évidemment, de nouvelles règles. Donc, comme je disais, première moitié en audio. J'ai beaucoup aimé l'audio. Très cool, j'aime bien les voix. Il y a pas mal de musique d'ambiance. Et il y a deux voix, une voix masculine, une voix féminine. Voix féminine qui fait notamment le personnage de Ambre. Je crois qu'elle s'appelle Ambre. Oui, je pense que c'est ça. Juste, je suis pas très fan de la voix féminine, mais voilà, ça passe. Franchement, ça passe. C'était plutôt vraiment, la partie audio était vraiment cool. Comme je vous le disais, c'était une excellente lecture. Je trouve que c'est un titre étrange puisque parfois, je le trouve très jeunesse et d'autres fois, je le trouve très adulte par rapport à certaines thématiques qui sont évoquées. Le buveur d'innocence, si vous l'avez lu, vous savez, vous aussi. Il y a des choses parfois assez difficiles, des sujets compliqués, torture, violence, agression, enfin voilà, il y a quand même des choses un peu dures qui sont évoquées. Alors, loin de moi l'idée de dire que pour les enfants ou les ados, il faut les préserver à tout prix, pas du tout, mais c'est l'écart entre le côté un peu young de l'adulte et adulte du young adulte. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'univers, il est super riche, le monde, il est très intéressant, je me pose beaucoup de questions.
Là, on va beaucoup parler de Malronce dans ce tome-ci. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, aux événements de la fin de ce tome 2. Je lirai le tome 3 fin juin, début juillet. Clairement, je lirai le tome 3 probablement en audio et ou papier. Dès que les enfants sont en vacances, je me le mets dans la voiture, je vous le dis tout de suite. Première partie un petit peu lente où l'auteur va nous proposer une société qui s'est recréée, qui m'a pas particulièrement plu. Par contre, la deuxième partie m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup plus d'action, de rebondissements, c'est extrêmement dynamique. Voilà, je vous en dirai pas plus. Je trouve que parfois les persos sont un petit peu clichés sur certaines choses, mais l'univers il est super cool et franchement, si vous n'avez pas encore lu Autre Monde, foncez. En tout cas, moi, sur ces 2 premiers tomes, c'est une belle réussite. Voilà, j'avais dit 30 minutes, et on en est à 40. Pourtant, j'ai essayé d'aller assez vite, mais j'ai quand même pas mal lu en avril. Donc, c'est vrai qu'il fallait quand même que je vous parle de tout ça, même si j'ai essayé d'aller assez vite. J'espère que vous m'en voudrez pas pour ce point lecture qui est plutôt long. Bref, si vous avez eu le courage de me suivre jusqu'ici, je vous en remercie 1000 fois. Je ne vais pas faire durer plus longtemps la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!